tous. Donc, Jean-François Elfraissy, je suis médecin. Je suis un spécialiste plutôt des maladies infectieuses et des nouveaux virus. Alors, j'ai été responsable de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Je me suis occupé beaucoup du virus Ebola comme délégué interministériel. Et puis j'ai été nommé président du comité consultatif national d'éthique il y a un peu plus d'un an, en janvier 2017. Sur l'instant, j'étais très content d'être nommé à cette tête, si je peux dire, de cette très noble assemblée de sages, de sachants, de gens qui prennent un peu le temps de réfléchir, parce que bon, j'avais eu beaucoup, je dirais, au plan national et puis au plan international d'activités, et j'avais envie de revenir à un peu prendre le temps de penser, de réécrire, voilà. Sauf que je ne m'étais pas tout à fait aperçu que nous avions à organiser les états généraux de la bioéthique en 2018. Vous vous souvenez bien sûr que en juin 2017, en mai 2017, il y a eu des élections, donc il fallait attendre un peu de quels étaient nos nouveaux dirigeants. Et donc on s'est réveillé vraiment au début de l'été pour rentrer dans l'organisation de ces états généraux de la bioéthique et maintenant être totalement plongé. Et merci Régis de m'accompagner dans cette aventure parce qu'on y est vraiment à 150%. Alors, de quoi parle-t-on en fait? Vous savez qu'il existe des lois de bioéthique en France. C'est un modèle un peu particulier où tous les 7 ans, 8 ans, le législateur reprend la plume pour réanalyser un certain nombre de grandes questions du domaine de l'éthique dans le biomédical. Donc, il s'agit bien de lois de bioéthique. Et où ont été abordés des sujets comme peut-on travailler sur l'embryon, des sujets comme autour des dons d'organes, des sujets autour de la procréation. Et la dernière loi remonte à 2009-2011. Elle avait duré un peu plus de 2 ans et demi. Et à la fin de cette loi qui avait été portée par le gouvernement de l'époque, c'était la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, et c'était le ministère de la Santé qui avait tout organisé, qui avait organisé les états généraux, puis ensuite la construction de la loi. Donc on était dans un modèle très à la française, très gouvernemental. Ça avait fait bien sûr l'objet de beaucoup de débats, et déjà des débats autour de la procréation, et déjà des débats autour de la fin de vie. Le législateur, les députés ont à la fin de la loi pris la décision que la première partie, c'était toute la construction, la réflexion, l'échange d'idées, et puis l'organisation des états généraux, eh bien, c'était pas au ministère de la faire. C'était donc, ils ont confié cette tâche pour la première fois, donc c'est une première, à une instance indépendante qui est le Comité consultatif national d'éthique. Donc qui n'a pas une expertise, qui a une expertise dans le domaine de la réflexion sur l'éthique, mais pas spécialement sur l'organisation d'états généraux. Donc ce qu'on va créer, ce que je vais vous indiquer qu'on fait en ce moment, là c'est une première pour le Comité consultatif national d'éthique. Alors pourquoi ils ont fait ça a posteriori? Moi j'essaie d'analyser parce que pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils souhaitaient qu'il y ait un débat qui soit mené non pas par le ministère qui lui-même allait ensuite porter la loi, et il fallait bien séparer ce qu'était le débat public finalement du portage de la loi, et ça m'apparaît très important. Et le deuxième, c'est que vous savez, les politiques, de façon générale, bon, sont bien sûr, les choses avancent, mais aiment parfois être rentrées. Je pense qu'on, dans une certaine façon, on sert de fusible aussi. Si les choses se passent très bien, ça sera parfait pour le CCNE. Si les choses se passent pas bien au niveau du débat, pas vu, pas pris pour l'ensemble des politiques. Donc je pense qu'il y a cette double vision, et j'ai bien conscience qu'on est sur un sujet et sur quelque chose de très sensible. Alors, cette révision de la loi bioéthique en France, elle a lieu tous les 6, 7, 8 ans. Bon, il y a une petite marge, des retards qui peuvent être pris. C'est un modèle très particulier, parce que dans d'autres pays, il n'y a pas ça passe par des révisions de la loi qui sont beaucoup plus souples,
qui peuvent être au fil de l'eau, je dirais. Et puis il y a même d'autres pays où ça ne passe pas par la loi, mais ça passe par une série de décisions qui sont prises, l'équivalent de décrets qui peuvent être prises par les différents gouvernements. Bon, quand j'ai commencé à réfléchir, à me plonger dans finalement ce qu'allaient être les États généraux et la révision de la loi, j'étais plutôt, moi, en retrait, hein, à titre personnel, en me disant, mais comment on passe par une loi qui passe tous les 7 à 8 ans, la France adore les lois, mais finalement, à quoi ça sert de faire une loi si ensuite elle est plus ou moins appliquée, enfin, toutes les questions que vous vous posez en tant que citoyen. Et puis, en tant que scientifique, puisque je suis fondamentalement un scientifique, le renouvellement des connaissances, par exemple, en médecine, il est maintenant de moins de 50% des connaissances sont renouvelées en moins de 4 ans. 50% des connaissances sont renouvelées en moins de 4 ans. Donc, passer par une loi qui allait tous les 7 à 8 ans, vous voyez que déjà, c'est en particulier sur ces aspects éthiques, c'est être en retard par rapport, je dirais, aux avancées de la science. Et on peut s'interroger en effet sur ce point-là. Bon, maintenant que je suis rentré dans la dynamique de l'organisation de ces États généraux et de la révision de la loi, j'ai changé d'avis. Hein, le propre, je pense, de l'homme, c'est qu'il faut savoir changer d'avis. Hein, pas tout le temps, mais qu'il faut savoir changer d'avis. Pourquoi ? Parce que c'est un temps important quand même qui permet une rencontre entre, d'une part, le politique qui va faire la loi, les scientifiques et les médecins, et la société civile. Et tout l'enjeu, finalement, des États généraux, eh bien, c'est ce type de réunion comme aujourd'hui, et les nombreuses qui vont avoir lieu, les différents outils que je vais vous expliquer, c'est comment sur des sujets extrêmement difficiles, parce que sociétaux, parce que pas consensuels, ou difficiles à comprendre, parce que scientifiques, et avec des avancées scientifiques parfois complexes, et bien comment on arrive quand même à créer une réflexion et un débat où chacun part de ses idées, les conserve, c'est très bien, mais se rend compte qu'il y a des idées à côté de lui qui sont différentes et est capable d'écouter finalement les idées différentes pour éventuellement, possiblement, modifier ou ne pas modifier les siennes. Donc l'enjeu n'est pas d'aller forcément à un consensus. Il y a des sujets sur lesquels il n'y aura pas de consensus. Mais l'enjeu est qu'il y ait un débat qui permette d'écouter les autres. Et vous savez que c'est dans notre société actuelle, c'est quand même le très gros enjeu à tout niveau. Là, il se trouve qu'on parle de bioéthique. Enfin, on pourrait remettre ce sujet sur d'autres grandes thématiques qui parcourent la société française en ce moment sur d'autres aspects. Alors, le thème qu'on a retenu finalement pour l'organisation de ces États généraux, c'est dans quel monde voulons-nous vivre demain ? C'est très ambitieux, hein, mais pourtant c'est quand même la réalité. Les avancées de la science sont très importantes, il est hors de question de les arrêter, on n'arrête pas la science. Hein. On ne prend pas tout par contre de la science, hein, la science n'est ni bonne ni mauvaise, elle avance. Hein. Elle a été source de progrès, et heureusement, et beaucoup de gens qui sont dans cette salle ne seraient pas présents si la science, en particulier en médecine, n'avait pas avancé, donc elle est vraiment source de progrès à certains moments, mais elle peut être source à d'autres moments de questionnement, et on reverra sur ces aspects de questionnement. Quel monde voulons-nous vivre demain ? Parce que, en fonction des décisions qui vont être prises, eh bien, les jeunes, que je vois plutôt dans la deuxième partie de l'amphi, là, c'est votre monde. C'est quel monde vous allez choisir. C'est quel monde sur lequel vous voulez débattre, sur les aspects multiples et variés, soit vos mondes professionnels, quel hôpital vous voulez demain, quel EHPAD vous voulez demain, quelle prise en charge des anciens pour demain, est-ce qu'on va pouvoir manipuler le génome de vos enfants, est-ce que vous allez laisser les robots vous opérer, quelle grande question vous allez vous poser quand vous allez signer un consentement éclairé dans 5 ou 6 ans, et que ça ne sera plus un chirurgien, mais éventuellement un robot qui vous opérera. Voilà, enfin, tout ce genre de questions, on est bien dans quel monde nous voulons-nous vivre demain, le demain étant déjà presque maintenant pour un certain nombre de choses. Alors, si on rentre dans le plus pratique, il y a donc 2 temps. Un premier temps qui sont les États généraux, et un deuxième temps qui est la construction par les politiques de la loi.
Et on sépare bien les deux choses, bien que, évidemment, il y ait des liens. Bien qu'il y ait des liens. Alors, les États généraux sont sous l'égide du CCNE, avec un certain nombre de partenaires, dont en particulier les espaces éthiques régionaux. On a lancé les États généraux fin janvier. À vrai dire, ils démarrent vraiment là maintenant, puisqu'on a lancé le site web hier. Nous allons jusqu'à le mois de juin, où on va recueillir de façon très neutre, au niveau du Comité consultatif national d'éthique, eh bien, l'ensemble de ce qu'on va entendre sur un certain nombre de grands sujets. Donc, on va parler de deux choses, c'est comment on va entendre, comment on va écouter, comment on va se construire la réflexion citoyenne, quels outils pour le faire, et la méthodologie a une importance, parce qu'il faut que ça soit clair, il faut que les gens comprennent, il faut que les gens puissent avoir accès, et il faut qu'on puisse raconter une histoire de la construction, de la pensée et des décisions qui pourraient être prises. Et puis, bien sûr, il y a les sujets, les thématiques qui vont être abordées, qui vous intéressent peut-être plus et sur lesquels je dirai quelques mots aussi. Alors, une fois tout ça fait, on va arriver début juin, et là, le Comité national d'éthique va rendre un rapport de synthèse qui sera très neutre, qui sera un rapport sur ce qu'il aura entendu au cours de la société civile, et qu'il rendra en effet, comme Régis Aubry le disait, à l'Office parlementaire des sciences et technologies, et puis, bien sûr, au ministère de la Santé, qui, lui, ensuite, va porter, en interministériel, la loi. Donc, il y aura probablement une grande cérémonie, probablement en présence du président de la République, fin juin ou début juillet. On lui rendra ce qu'ont été les États généraux, et il ouvrira le début de la loi, et la loi sera portée, comme d'habitude, par les ministères en interministériel, et par les parlementaires, à la fois du Sénat et aussi de l'Assemblée nationale. Et cette loi sera portée, étudiée, discutée dans le dernier trimestre 2018 et dans le premier trimestre 2019. Donc vous voyez qu'on est dans un délai relativement court. On est en 2018, on est dans une ambiance très, très Macron, appelons un chat, où les choses doivent aller vite, où il y a beaucoup de projets qui sont en cours, et où certains disent d'emblée, mais voilà, est-ce que les choses ne sont pas déjà finalement faites? Pourquoi y a-t-il peu de temps pour le faire? Alors, le peu de temps pour le faire, moi je pense qu'il y a du temps, c'est-à-dire qu'on a plusieurs mois, et c'est bien, on ne va pas non plus... il y a d'autres choses à faire dans la vie, il y a des choses importantes, vous avez tous des choses importantes à faire, donc qu'on y consacre du temps tous, je dirais de façon un peu importante, sur les 3 ou 4 mois qui viennent, c'est bien, mais après, il n'y a pas non plus besoin d'y passer 2 ans. Et puis après, sur la construction de la loi elle-même, eh bien on verra ce qui se passe. Moi je suis assez persuadé que même avec une chambre assez homogène, avec de jeunes députés, autour du président Macron, je suis persuadé qu'il va y avoir des clivages à certains moments, parce que ce sont des sujets difficiles, et que sur des sujets complexes, eh bien, il y aura une majorité, bien sûr, qui va se retrouver, mais qu'il y aura aussi beaucoup de discussions, y compris à l'Assemblée nationale, sur un certain nombre de sujets. Alors, sur la critique qui pourrait être faite d'emblée en disant « mais est-ce que tout n'est pas fait par les politiques ? Et est-ce que tout ça n'est pas, finalement, les États généraux, toutes ces étapes d'États généraux, n'est pas finalement quelque chose qui masque une série de décisions qui sont prises ?» Écoutez, moi, vous ne me connaissez pas, mais j'ai plus grand-chose à prouver, à vrai dire. Ma vie professionnelle a été assez riche. Je suis totalement autonome de penser. Si je suis président du CCNE dans un an, tant mieux. Si je ne suis pas président du CCNE, tant pis. Je n'aspire pas vraiment j'ai pas de carrière à faire. Donc je me suis engagé à ce qui est vraiment un débat totalement autonome, un débat citoyen. Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse, on y reviendra, à la fois pour le débat sur la bioéthique, mais probablement parce que c'est un modèle en termes de démocratie sanitaire, qui est une première étape vers une étape de construction de démocratie sanitaire, dont la France est quand même a beaucoup de points très positifs, mais qui finirait de maturer à l'occasion de ces États généraux. Et on est très regardé là-dessus, parce que, par exemple, là, dans les dernières semaines, eh bien, le Japon nous a appelés car ils veulent monter également des États généraux autour de la bioéthique, et d'autres grands pays
comme l'Inde, par exemple, comme la Thaïlande, m'ont contacté également en disant « On a besoin que vous veniez nous raconter comment vous avez monté ces états généraux et comment on peut avoir une discussion citoyenne sur des sujets aussi difficiles. » Alors, les outils et ensuite le périmètre de ces états généraux. L'ensemble des outils et du périmètre est sous la dépendance complète du CCNE. On est vraiment dans la période des états généraux et non pas dans la période de la loi qui, elle, sera sous la dépendance, bien sûr, du politique. Alors, on a pour essayer finalement d'animer ce débat citoyen, pas facile, hein, parce que la principale crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y ait pas de débat citoyen, hein, qu'on offre des choses, mais qu'il n'y ait pas de débat citoyen. On me dit, tu vas avoir finalement des réactions des extrêmes, etc. Je dis, oui, ça fait partie du jeu. S'il y a des réactions d'extrêmes, ça veut dire déjà qu'il y a débat, hein, qu'il y a une construction qui est en train de se faire. Donc la pire crainte serait qu'il n'y ait pas de débat citoyen. Bon, on est plutôt rassuré, je vais vous expliquer pourquoi, sur le fait que finalement, les Français ont plutôt envie quand même de donner leur réflexion à cette occasion. Alors, on a 4 outils. Un premier outil qui est le site web, qui a ouvert hier, avec un peu de retard, disons-le, mais qui est déjà très très actif. Je disais à Régis qu'en moins de 24 heures, on a déjà eu 6500 passages sur le site web, ce qui vous dit peut-être pas grand-chose, mais qui est quand même déjà beaucoup en moins de 24 heures. Hein. Et bien sûr, notre ambition est que ce site web est un site d'information sur les grands sujets, quelles sont les problématiques posées, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, quels enjeux éthiques et quelles questions éventuellement peuvent se poser pour la révision de la loi. Et puis après, vous verrez si vous y allez, eh bien, il y a une sorte ça vous conduit doucement, après cette information, à des prises de position, et ce que vous devez à chaque fois, je dirais, argumenter, de façon à avoir finalement non, c'est pas un vote, c'est plutôt une construction commune avec une série d'argumentations. Ce site web donc est ouvert, il va être très transparent, on va y mettre les résultats de tous les autres outils dont je vais vous parler après. Il permet un dialogue, c'est pas complètement un site de dialogue complet, mais il permet de réponse à ce que d'autres peuvent déjà apporter. Il y a un animateur, bien sûr, pour le tenir, et puis on a un médiateur en cas de problème sur le site web, ou d'ailleurs de problème sur les autres outils. Il n'y a pas de débat là. On a essayé d'aller à un débat sur telle question à Montpellier, il n'y avait pas cette thématique à Montpellier, pas toutes les questions qui vont éventuellement se poser. Et ce médiateur est Louis Schweitzer, donc l'ancien PDG de Renault, qui a été président d'AAL, et qui va jouer un rôle de médiateur comme le médiateur du Monde, pour ceux qui lisent Le Monde, où il y a tous les semaines ou tous les 15 jours, il y a une série de gens qui écrivent au Monde, et le médiateur ramasse ça en disant voilà, j'ai reçu telle lettre de gens qui se plaignent sur tel article de tel journaliste, et j'ai analysé la situation, et voilà ce qui se passe. Donc on a souhaité qu'il y ait un médiateur totalement indépendant, et que ça ne soit pas le CCNE qui soit le médiateur de sa propre action. Le deuxième outil, c'est les débats en région, au sens très large du terme, Paris, la région parisienne étant également une région, et puis il y a également les départements français d'outre-mer qui sont en jeu. Alors Régis Aubry vous l'a indiqué, et pour ça on s'appuie sur les espaces éthiques régionaux qui existent donc au niveau de chacune des grandes régions de France. Vous avez là un espace éthique régional qui fonctionne particulièrement bien en région Franche-Comté, qui se sont regroupés à l'occasion du regroupement des régions. Il y a des très grandes régions, hein. Vous imaginez sur Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, ça fait des très grandes régions géographiques. Même chose pour la Nouvelle-Aquitaine, même chose pour Montpellier-Toulouse par exemple. Et ces espaces éthiques régionaux ont choisi d'organiser, dans les thématiques qui avaient été choisies par le Comité national d'éthique, une série de débats sur des thématiques qu'ils ont choisies. Donc on les a construits ensemble, c'est leur proposition, parce qu'ils savaient qu'ils étaient intéressés plutôt par tel ou tel type de sujet. Donc tous les thématiques
ne sont pas représentés dans chaque espace éthique régional. Mais par contre, sur l'ensemble de la France, on va avoir autour de 130, 140 débats. Lors des derniers États généraux, il y en avait eu 3, donc c'est complètement une autre dimension là qui est en train de s'installer, soit sous forme, alors, un peu de discussion, de présentation générale comme aujourd'hui, soit de vrais débats à partir de d'un sujet donné sur une thématique donnée, comme un certain nombre d'endroits ont déjà eu lieu, soit sous forme d'ateliers en plus petit nombre, et avec une construction et une préparation qui se fait de façon différente. Et il y a les différents modèles qui existent d'ailleurs sur la Franche-Comté. Alors, ces débats ont déjà démarré, ils ont démarré à partir de fin janvier, ils vont avoir lieu jusqu'à la mi-avril. Ils sont laissés libres, je dirais, en termes de disposition, de construction par les différents espaces éthiques régionaux. Moi, j'y tenais beaucoup parce que, d'une part, les espaces éthiques régionaux connaissent à la fois la culture, ont déjà l'habitude de l'organisation d'un certain nombre de débats. Et puis notre pays ne se résume, je le dis souvent, il ne se résume pas au 7e arrondissement où se situent les pouvoirs de commande en France autour de l'Assemblée nationale et au CCNE, ni dans le 9-3, on nous dit toujours il faut voir ce que pense le 9-3. Eh bien, il y a aussi une France plus profonde qui a construit sa culture, qui a une culture régionale qui est importante à prendre en compte, et on doit faire remonter également ça en termes de débat de la société civile. Même chose d'ailleurs pour les départements français d'outre-mer. On pense avoir des débats à La Réunion, grâce à Régis Sobry d'ailleurs qui était la semaine dernière, et puis également aux Antilles. Et vous verrez qu'une des thématiques qui a été retenue et qui est nouvelle dans ces États généraux, c'est santé-environnement. Et vous imaginez bien comment un certain nombre de départements français d'outre-mer ont évidemment envie d'aller vers ce type de sujet qui les préoccupe particulièrement. Chaque débat fait l'objet d'une synthèse qui est alors là, elle, assez bien calibrée, et ces synthèses ensuite remontent au CCNE. Ces synthèses seront publiques sur le site web, et elles remontent au CCNE. Le CCNE fait la synthèse des synthèses. On va avoir un gros boulot à partir d'avril-mai pour, à partir de tout ça, arriver à avoir une image un peu cohérente de ce qui s'est passé. Donc ça, c'était le deuxième outil. Le troisième outil, c'est des auditions. On va auditer des sociétés savantes, les médecins, les chercheurs. C'est notre cœur de métier quand même, d'être en relation avec les grandes questions éthiques que posent les avancées scientifiques, mais aussi toutes les associations. On a envoyé plus de 300 propositions d'audition à des associations, et on a déjà un retour d'ailleurs sur plus de 180 d'entre elles. Même chose pour les sociétés savantes, avec quelque chose de particulier, qui est d'être dans la transparence. Toutes les auditions seront notées sur le site web. Chaque audition doit faire l'objet d'une demande, ça c'est évidemment, et ensuite il doit nous être envoyé 3 ou 4 pages de synthèse, nous disant voilà, on est telle association, et on a telle problématique sur tel sujet, on voudrait voir avancer la loi, ou au contraire reculer la loi, ou au contraire ne pas bouger du tout. Voilà les propositions qu'on vous fait. Et on va là aussi avoir une synthèse un peu de tout ça. Alors, à côté des assos et des sociétés savantes, on va écouter les grands organismes de recherche, les grands courants de pensée, puisque c'est une vraie question en France. Enfin, disons que c'est logique qu'on les écoute, et qui feront l'objet d'une écoute particulière dans des conditions un peu différentes de celles des assos, mais pas loin non plus. On va demander aux grands courants de pensée de nous faire une synthèse et de nous faire une série de propositions sur ce qu'ils veulent voir bouger ou pas. Donc pour ça, le CCNE, qui comprend 40 membres, dont moi, on s'est coupé en une série de groupes, de 6 groupes, parce que vous imaginez, il y a un côté un peu staccanovis d'organisation de ces auditions, qui seront des auditions qui vont être enregistrées, et on va donc passer tous nos milieux de semaine, à partir de la semaine prochaine, jusqu'à plutôt la fin avril, à auditionner toute une série d'associations et de sociétés savantes. Ce qui n'est pas encore clair, mais j'ai plutôt envie qu'on y aille, c'est
les États généraux précédents se sont faits dans un système public-public. Très public-public. Et il me semble que, alors d'abord, la société civile n'est pas publique-publique, elle est d'ordre privé intime, mais il me semble également que les grandes organisations privées ont leur mot à dire. On dira peut-être un petit mot tout à l'heure, l'intelligence artificielle en France, qui fait de la recherche sur l'intelligence artificielle, eh bien 50% c'est des startups qui sont dans le privé, et avec une série de jeunes gens ou de jeunes femmes qui ont moins de 30 ans, moins de 35 ans, et qui sont totalement à fond la caisse dedans. Ne pas les écouter, c'est passer à côté de ce que sont les grandes questions d'avenir. C'est eux qui sont en train de construire, en dehors des géants, des grandes boîtes d'informatique et de type Google, etc., mais c'est eux qui sont en train de construire les nouveaux outils de cette relation entre l'homme et l'informatique. Donc je pense qu'il faut les écouter. Même chose pour l'industrie pharmaceutique. On peut pas d'un côté dire les médicaments, à la fois il faut beaucoup d'innovation, mais ça coûte énormément d'argent, et comment notre système de santé va-t-il pouvoir continuer à avoir accès à l'innovation thérapeutique, sans avoir un débat avec une série de questions éthiques, avec les big pharma ou leurs représentants, pour s'interroger si finalement le médicament est un produit comme un autre et qu'on le vend comme une savonnette ou une nouvelle voiture, ou si au contraire il commence à appartenir un tout petit peu au bien public mondial, sur les grandes innovations qui peuvent faire bouger les lignes. Vous voyez, donc il y a probablement une interface avec le privé. Par contre, on n'écoutera pas du tout les partis politiques dans ces travails d'audition, puisque c'est vraiment, je pense, le travail de la loi, où eux-mêmes vont pouvoir s'exprimer à ce moment. Donc ça, c'était les trois outils. Le quatrième, il est tout nouveau. C'est un comité citoyen qui nous accompagne durant l'ensemble de ces 5 mois des États généraux. Ce comité citoyen a été choisi par une compagnie qui s'occupe de sélection, un peu de type sondage, de type IFOP, qui s'appelle Kantar, et qui est spécialisée là-dedans, et qui, à partir de panels de citoyens, est capable, je dirais, de choisir au hasard des citoyens lambda qui ont une certaine forme de représentativité de ce qu'est la France. Alors, c'est quand même compliqué, parce que finalement, on a un comité citoyen de 22 personnes, qu'on a réuni pour la première fois ce week-end à Paris pour les former. 22 personnes peuvent-elles représenter la France? C'est évidemment un peu une gageure. Mais je suis quand même très très frappé de voir que, je ne sais pas comment ils font, c'est pas nouveau, c'est pas propre pour les États généraux de la bioéthique, et ils ont l'habitude de sélection de ces panels. Et bien, comment ces 22 personnes sont à la fois, il y a 11 femmes, 11 hommes, il y a de la province, il y a Paris, il y a un représentant quand même de l'outre-mer, il y a des tranches d'âge qui sont différentes, il y a des niveaux socioculturels qui sont différents. Et finalement, ce groupe, qui ne se connaissait absolument pas, on a débarqué samedi matin dans un endroit très neutre à Paris, ils ne me connaissaient pas du tout, je ne les connaissais pas, et puis on a fini dimanche à 18h, donc c'est intense, vous voyez, 2 jours de formation sur quels sont les enjeux de la révision de la loi et quels sont les grands sujets, et bien avec un groupe très très uni. Moi j'ai une expérience personnelle un peu de ce type. Il m'est arrivé, il y a une dizaine d'années, d'être tiré au sort dans un jury d'assises. Et on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut dire je suis chef de service dans un service qui est très important. On ne peut pas récuser. Alors que là, notre comité citoyen pouvait récuser éventuellement sa participation. Eh bien, je me suis retrouvé dans un jury d'assises, et c'est une des plus belles expériences de ma vie. Et j'ai vécu pourtant de belles expériences professionnelles. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas quand on arrive à J0, on se regarde comme des chiens de faïence, et on finit de construire quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment important après avoir passé 10 jours ensemble sur des sujets qui sont plus ou moins difficiles selon évidemment ce qui s'est passé au jury d'assises. Donc c'est-à-dire qu'il existe un phénomène de groupe qui j'espère va se produire là au niveau de ce comité citoyen et qui va nous accompagner pendant ces 5 ans. Alors sa fonction c'est
en toute indépendance. Ce n'est pas le comité citoyen du CCNE, c'est le comité citoyen des États généraux. Nous, on le forme au départ, et puis après, il va vivre sa vie. Il a un regard critique sur l'ensemble du process que je viens de vous indiquer, en disant, mais là, attendez, ça colle pas, c'est trop compliqué votre truc, les sujets sont trop compliqués, les débats, on a été voir tel débat, ça ne marche pas, votre site web, il y a tel truc qui colle pas. Donc, on lui donne un regard critique sur l'ensemble du process, hein, et en toute autonomie, et il rendra un rapport écrit, un rapport qui sera associé au rapport du CCNE, sur quelle est sa vision de ce qu'a été la procédure. Puis comme quand même avoir ce rôle un peu de surveillance, c'est bien, mais c'est pas quand même, ça nous intéresse nous, et je comprends que c'est difficile à réunir de plusieurs week-ends, ils vont se réunir 5 week-ends à Paris, hein, donc c'est beaucoup de choses. Eh bien, ils ont décidé, et on leur avait proposé d'ailleurs, de choisir 1 ou 2 sujets parmi les thèmes que je vais aborder maintenant, pour les approfondir et avoir un avis avec, en écoutant des experts pro, d'autres contre, les avis religieux, sur tel ou tel sujet, d'aller plus à fond sur ce sujet. Ça ne sera pas tout à fait un jury citoyen qui a des normes très très particulières, mais ça sera un avis, 2 avis sur 2 sujets de notre comité citoyen. Donc voilà l'ensemble de ce qui a été mis en place. Le plus important pour toucher tout le monde, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que va être le plus important. Est-ce que ça va être le site web? C'est important, bien sûr, le site web. Hein. Qu'est-ce qui va se passer sur les réseaux sociaux aussi? Est-ce que ça va être les débats? Moi, c'est probablement aussi mon âge, mais je trouve que les débats en caractère humain sur lesquels les gens peuvent s'exprimer, et donc j'attends beaucoup des débats, parce que c'est là où se construit finalement la discussion avec l'autre sur des sujets complexes et où peuvent, je dirais, avancer et construire des choses. En tout cas, on s'est donné les moyens, grâce aux espaces éthiques régionaux qui sont là, vraiment en première ligne, eh bien de se donner les moyens d'avoir une vision de ces débats. Je vous rappelle, plus de 120 débats, et à mon avis ça va faire plus, parce que maintenant les universités sont en train de rentrer là-dedans, le Sciences Po, les facultés de droit, les juristes, les avocats sont en train également de monter des débats autour de cela, sur les aspects juridiques qui sont essentiels, et on est dans un modèle donc qui va être de participation relativement large. Alors pour terminer peut-être, bon, tout ça c'est très bien, mais c'est finalement un problème de forme et le fond. Où est le fond dans tout ça? De quoi parle-t-on? Sur quoi va-t-on discuter autour de ces débats? Alors, on rejoint là, finalement, la problématique générale de ce qu'est le Comité consultatif national d'éthique, qui n'est pas un comité qui est là pour résoudre différents problèmes de recherche clinique, de donner son avis sur tel ou tel essai thérapeutique. Ça, c'est l'ordre des CPP au niveau des différentes structures hospitalières. Ce n'est pas non plus ce qui se fait au niveau des espaces éthiques régionaux, encore que certains espaces éthiques régionaux se rapprochent de façon assez proche finalement de ce que fait le CCNE, mais là c'est d'avoir une vision globale sur les très grands sujets et de pouvoir donner un certain nombre d'avis à des temps donnés sur quelques grands sujets. Et il y a 2 choses qui conduisent le CCNE. D'une part, les avancées de la science, et en particulier de la science, mais aussi les innovations technologiques. Ce n'est pas la science uniquement intello, pure et dure, etc. Mais c'est comment la science conduit à des innovations technologiques majeures qui peuvent révolutionner un peu nos pratiques médicales et donc éventuellement notre positionnement éthique. Ça, c'est ce qui conduit, c'est ce qu'a créé le CCNE. Le CCNE ayant été créé par François Mitterrand après la naissance d'Amandine, après donc le premier enfant de type fille, pour se poser la question en quoi les nouvelles techniques de procréation allaient-elles modifier la donne autour de la procréation. Et c'était quand même une anticipation qui était quand même bien vue à l'époque. Et puis on a un deuxième grand pan de réflexion qui peut être moins connu du CCNE, qui interpelle d'ailleurs certains, qui n'est plus issu tout à fait de l'innovation technologique, mais qui est un peu plus en aval. La science a eu lieu,
les innovations technologiques ont eu lieu, ces innovations sont rentrées dans la société, et donc en particulier sur les techniques médicales, et quelles conséquences à ce moment-là sociétales peut-il y avoir? Et là, on a en particulier plusieurs groupes de travail au CCNE qui ont pris des positions sur alors, les indications sociétales de la procréation, avec l'avis sur l'ANP de juin dernier, mais aussi sur des sujets comme santé et environnement, santé et migrants. Vous voyez que là, on n'est plus dans l'innovation technologique. On doit rediscuter la semaine prochaine d'un avis porté par Régis Sobrine de ses collègues sur le vieillissement et le modèle des EHPAD. Vous voyez qu'on en a beaucoup parlé là, il y a 3 semaines, et Régis Sobrine et sa collègue y travaillent depuis plus d'1 an, et on a quelque chose de très construit qui devrait pouvoir sortir là dans les semaines qui viennent. Est-ce que le modèle EHPAD est-il le seul bon modèle? Mais je laisserai Régis réagir là-dessus tout à l'heure. Donc vous voyez, et on a par exemple aussi l'accès à l'innovation thérapeutique. En quoi, ce que j'évoquais tout à l'heure, comment se fait le coût d'un médicament, et quel est l'enjeu éthique de finalement, de dire, est-ce qu'on va vers un accès à l'innovation thérapeutique à tout prix, et dans une enveloppe budgétaire contrainte, qu'est-ce qui se passe? C'est un choix éthique d'aller vers telle direction ou d'aller telle autre. On sait tous qu'il y aura des choix. Nous avons fait rentrer d'ailleurs à cette occasion, lors du renouvellement d'une partie du CCNE, vous voyez, pour vous indiquer l'esprit, une économiste de la santé, qui est prof à Paris-Dauphine, pour nous aider à construire les conséquences économiques que pouvait avoir un certain nombre de choix et de choix éthiques qui pouvaient se poser. Alors, eh bien, finalement, le périmètre des États généraux, il s'est construit à partir de ce que fait le CCNE. Ce périmètre n'est absolument pas un périmètre politique, je le dis. C'est un périmètre qu'ont choisi les membres du CCNE et qui porte donc sur un certain nombre de grandes questions, à la fois issues de la science et issues de débats sociétaux. Alors, si on les prend très rapidement, une première grande thématique est autour de la procréation, mais pas des indications sociétales, mais est-ce que autour de l'embryon, jusqu'où les scientifiques peuvent-ils travailler sur l'embryon, et en particulier aussi du problème des cellules souches, avec les nouvelles techniques de cellules souches, et comment peut-on avancer? Jusqu'où laisse-t-on les scientifiques français travailler sur l'embryon? Est-ce que l'embryon peut être, et ce positionnement a été ouvert lors de la dernière émission de la loi bioéthique, l'embryon peut être un sujet de recherche, c'est une vraie question, mais ce n'est pas seulement un sujet de recherche, c'est aussi quelque chose. Donc certains vont considérer qu'il est un être humain, et d'autres ne considèrent pas qu'il est déjà un être humain. Et il y a déjà les discussions qu'il peut y avoir. En tout cas, les scientifiques, parce que c'est aussi un des points importants, ont besoin, eux, d'avancer. Ils ont besoin de savoir comment ça se passe. Comment se passe ensuite. En France, on peut travailler jusqu'à J7, aux États-Unis jusqu'à J14 de ce qu'est un embryon. Je ne parle pas de la réinjection de l'embryon, mais de travailler dessus. On peut travailler sur des embryons éventuellement qui ont été construits à fin de recherche et uniquement, sans réinjection chez la femme. Est-ce qu'on autorise à ça, puisque l'embryon peut devenir un sujet de recherche, en particulier sur les aspects génétiques. Donc voilà le type de questions, avec des questions vraiment très, très aiguës. Il y avait une réunion à Strasbourg la semaine dernière, pour vous indiquer, vous faire pas peur, mais vous indiquer que la science quand même avance de façon massive. Il est possible, chez l'animal, de reconstituer à partir de cellules de peau, d'arriver à reconstituer à la fois des spermatozoïdes et des ovocytes. Bon, c'est absolument pas chez l'homme. Si vous entendez cette discussion chez l'homme, c'est faux, ça n'a pas eu lieu. Mais c'est dire que les nouvelles technologies permettent de se reposer le problème du concept, à partir de cellules qui n'ont pas du tout été programmées pour cela, et bien d'arriver à reconstituer des cellules germinales. Donc voilà le type de question est évidemment très, très lourd. Qui là, je le reconnais, est très technologique et où le citoyen se sent moins à l'aise. Néanmoins, c'est quand même des questions qu'on peut comprendre. Est-ce qu'on laisse nos scientifiques, finalement, aller un peu plus loin
dans leur recherche, sur des embryons qui sont à visée recherche et pas du tout avec l'idée de les réinjecter, mais est-ce qu'on laisse la porte s'ouvrir un peu sur des recherches qui pourraient faire des avancées importantes, y compris en termes médicaux pour la suite. Deuxième grand type de question, c'est les nouveaux outils de la génomique et de la génétique. Et avec deux grandes questions, hein, il y en a beaucoup, mais avant, pour le séquençage du génome, c'est relativement récent, hein, ça date d'il y a une quinzaine d'années. Il y avait deux grands groupes aux États-Unis qui ont séquencé pour la première fois le génome humain. C'était en gros plusieurs centaines de médecins et de chercheurs et de techniciens, des bâtiments de 10 étages, et plusieurs années à l'époque, mais mettons mois de travail pour séquencer un génome. Et donc, avoir une sorte de photographie de ce que sont nos gènes à l'intérieur de nos chromosomes. Et maintenant, c'est un technicien qui passe à peine quelques heures, une machine qui tourne, et on a le résultat en moins d'un jour. Donc, une innovation technologique majeure. On peut donc séquencer notre propre génome. En tout cas, la technique permet de le faire, pas l'autorisation, hein, mais permet de le faire avec un coût qui est minime et qui va encore baisser, qui est de l'ordre actuellement de $1000 et qui va probablement tomber à 200-300 $, dans les 2 ans qui viennent. Donc si vous voulez vous faire séquencer votre génome, vous ne pouvez pas le faire en France, c'est interdit. Il faut une prescription médicale pour poser un examen génétique, mais par contre sur Internet, vous pouvez avoir accès à un séquençage de génomique. Ça se produit encore assez peu en France. Et vous aurez quelque chose d'assez fiable. Hein, c'est-à-dire que vous aurez il y a tout un marché qui s'est inscrit derrière. On est vraiment dans une stratégie de marché. Mais les rendus sont quelque chose d'assez fiable, en tout cas sur les zones qui sont connues du génome. Puis après, vous allez recevoir chez vous un matin 5 pages en anglais, bien écrites. Et puis, et so what? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le séquençage de son génome? Bon, et alors par contre, il y a des pays où c'est en train, dans les happy few américains ou canadiens, c'est en train de se répandre à vitesse grand V. En Israël également, par exemple, hein, dans un certain nombre de pays. En Angleterre également, à Londres aussi. Et donc, où l'idée même vient qu'en dehors de toute maladie familiale, eh bien, il y ait la possibilité de connaître son génome comme on connaît d'autres constances biologiques, mais ensuite qu'il puisse être plus ou moins partagé. Et donc, voilà, j'ai une copine, je veux savoir quel est son génome avant d'aller plus loin pour savoir si les deux génomes sont compatibles. Voilà. Je pousse un peu le bouchon, mais c'est exprès. Hein. Mais c'est une des questions. Est-ce qu'on laisse ouvrir, finalement, ce marché du génome en France? Deuxième question, c'est les ciseaux génétiques qui ont été évoqués. Vous savez qu'ils sont sortis grâce à 3 chercheurs, dont une Française d'ailleurs qui aura probablement un jour un Nobel, la capacité de pouvoir couper, une sorte de ciseau qui permet de couper un bout de génome, et puis de rapprocher les deux bouts sur lesquels on a coupé un petit morceau, et puis avec pas trop de dégâts, en tout cas dans les premières choses qu'on sait faire au niveau de ce génome. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce ciseau génétique? Si vous voyez que si on travaille sur des cellules germinales au moment d'une fécondation in vitro, on peut imaginer que dans une famille où il y a une maladie grave, mortelle pour des enfants, eh bien où le gène est connu, on essaie d'exciser le gène, de couper le gène qui manque, puis ensuite de réinjecter. Et vous voyez bien aussi que si on fait ça, on est à la porte de l'eugénisme, c'est-à-dire qu'on peut modifier éventuellement notre génome sur des cellules germinales et faire des enfants tels qu'on les voudrait. Bon, alors on est loin de tout ça encore, loin de tout ça. Hein. Ce que vous voyez écrit dans les revues en vous disant, etc., c'est pas vrai. Hein. C'est des techniques qui arrivent. On ne sait pas encore si une fois qu'on a coupé, on n'a pas modifié de façon importante et de façon indirecte le génome. C'est pas sûr du tout que ça soit fiable. Ça se trouve, ça tombera dans les oubliettes. Je ne pense pas quand même, parce qu'il y a maintenant un certain culte qui commence à se faire. Et jusqu'où laisse-t-on ouvrir la science là-dessus? En Chine, ils sont en train de commencer, il y a 2 essais thérapeutiques
pour réinjecter des génomes modifiés par ces nouvelles techniques. Donc voilà des questions qui se posent. Bon, je ne vais pas trop aller plus loin parce qu'il faut que vous ayez des questions. On a ouvert aussi, dans le cadre des États généraux, des nouveaux sujets. Alors, on va parler de transplantation d'organes, de donneurs d'organes, on va parler également de est-ce que l'anonymat du don peut se poursuivre, hein, c'est l'anonymat du don qui est quelque chose d'extrêmement solide en France, enfin qui est la pierre angulaire du don en transplantation, mais aussi dans du don de gamètes. Et puis maintenant, en raison justement de ces nouvelles techniques de génétique, des grandes bases de données, ces innovations technologiques vont permettre, pas tout de suite, encore qu'il y ait quelques cas qui existent, mais d'arriver à se faire que la technologie ne permette plus de garder l'anonymat du donneur et qu'on puisse retrouver le donneur. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes, nées en particulier de dons de gamètes, qui souhaitent et qui revendiquent, mais de façon importante, hein, c'est leur demande, c'est leur souhait, hein, on est là pour écouter, et qui revendiquent d'avoir accès aux origines. Alors, on était sur un dogme, il y a un anonymat du don, et on n'avait pas la technologie pour lever cet anonymat. On est toujours sur le dogme, il y a un anonymat du don, mais la technologie va permettre d'aller probablement retrouver de plus en plus le donneur éventuel. Qu'est-ce qu'on fait? Et avec des gens qui demandent à éventuellement retrouver. Et inversement, vous imaginez, on a déjà un manque de donneurs de sperme, par exemple, en France. Si on dit à un donneur de sperme qu'on peut éventuellement, alors qu'il fait ça gratuitement, de façon anonyme, et si il y a une possibilité de lever d'anonymat, ben je ne suis pas sûr que lui continue à donner son sperme, hein, parce qu'il donne ça à visée complètement gratuite et je dirais dans le sens du bien commun. S'il a la sensation qu'il peut y avoir, qu'il peut être retrouvé par une descendance qui n'est pas la sienne dans une certaine mesure, hein, mais qui est quand même un peu la sienne dans une autre mesure, hein, eh bien, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de continuer à donner. Enfin, vous voyez tous les sujets qui se voient. Je pense que ce sujet de l'anonymat du don et du retour de l'accès aux origines sera un des sujets qui va sortir lors de cette révision de la loi bioéthique. Là aussi, parce que l'innovation technologique est en train de faire exploser le modèle, hein. Bon, et puis par ailleurs, on a choisi deux nouveaux sujets qui sont tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, des grandes bases de données, de la place du robot, de la médecine connectée, comment à la fois le patient du futur et vous-même, vous êtes déjà très connectés, vous apportez des informations, mais dans un contexte qui n'est pas forcément celui qui est habituel en médecine, où on vous demande un consentement éclairé, et où là, vous savez qu'il y a de très grands acteurs autour de Google, des boîtes chinoises, coréennes, qui n'ont rien à voir avec la médecine, et qui sont en train de créer un réseau international de bases de données, ce qui nous concerne. Tout n'est pas négatif, hein. Il y a des aspects très positifs, hein. Par exemple, moi je vais vous parler sur les bases de données, quelque chose qui va vous parler à tous là aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler du scandale, entre guillemets, du médiateur. Tous, hein, dans cette salle, les écoles d'infirmières, c'est même un modèle, etc., sur ce qu'il ne faut pas faire. Et donc on a un problème qui est finalement, quand on lance un médicament, ce qu'on appelle les phases 4, c'est comment on peut repérer finalement les effets secondaires inattendus, mais qui surviennent. Eh bien, les bases de données, et ça vient d'être refait par des chercheurs, à partir des bases de données de la Sécurité sociale et de la Caisse nationale d'assurance maladie, se sont interrogés en disant si on avait eu accès à cette base de données de la Caisse nationale d'assurance maladie, est-ce qu'on aurait pu repérer des signaux qui auraient permis d'éviter et d'anticiper finalement pas la toxicité du médiateur, mais le fait qu'on aurait pu arrêter plus tôt sa prescription. Et la réponse est oui. C'est-à-dire qu'à partir des bases de données majeures dans lesquelles on est tous, de la Caisse nationale de maladie, de la CNAM, eh bien, il y a toute une série d'explorations possibles qui peuvent être aussi avec des aspects très positifs. Puis il y a des aspects très négatifs, c'est-à-dire de connaître sur les individus toute une série de choses que, par exemple, des assurances ou des mutuelles pourraient connaître, et avec tous les enjeux qu'il peut y avoir autour de ça.
Donc, ou autre question, ce que j'évoquais tout à fait au début, en neurochirurgie, 30% des interventions en neurochirurgie seront réalisées par des robots dans les 5 ans. 30%. Pourquoi? Parce que c'est la chirurgie où il faut le moins trembler. Et ces robots deviennent supérieurs aux chirurgiens. C'est extraordinaire, par certains côtés. Mais qui pilote ensuite? Pour l'instant, c'est le chirurgien qui pilote le robot. Mais plus le robot va opérer, plus il va lui-même concevoir son programme et être capable de former un autre robot qui en connaîtra plus que lui. C'est le principe très général de cette intelligence artificielle. Et plus on a de bases de données, plus il aura de mémoire, plus il aura fait d'opérations, plus il va être performant. Donc à un moment donné, le robot va s'autonomiser dans une certaine mesure. On va signer un consentement éclairé à qui? Au chirurgien, au robot. S'il y a un problème, c'est le robot qui est responsable, c'est le chirurgien, c'est l'établissement. Enfin, ouais. Vous voyez toutes les grandes questions qui vont se poser pour la médecine de demain. Et puis bien sûr, on a gardé 2 autres grands sujets, mais je souhaiterais vraiment que le débat citoyen ne porte pas que là-dessus. C'est autour des indications sociétales de la procréation, donc de la PMA, de la GPA, bien sûr. Ça sera au débat, il faut que ça soit au débat, même si ce n'est pas consensuel, il faut que ça soit au débat. Et puis, un sujet également est autour de la fin de vie. Alors la fin de vie, on peut s'y arrêter 2 minutes, parce que la fin de vie, et donc des discussions sur les conditions de la fin de vie, sur éventuellement le suicide assisté, on fait l'objet d'une loi qui n'est pas la loi de bioéthique, mais qui est la loi de 2016, qu'on appelle la loi Claes-Leonetti, qui est une loi de compromis dans une certaine mesure. Bon, je parle sous contrôle de Régis, qui connaît très bien ce sujet mieux que moi, mais qui a quand même été une avancée importante sur un certain nombre de points, et si vous posez des questions, on pourra vous y répondre tous les deux. Donc on a une loi, mais je vous raconte ça à quoi sert une loi. On a une loi qui a fait l'objet de beaucoup de discussions quand elle est sortie. Ça a été très très difficile au sein de l'Assemblée nationale d'arriver finalement à produire cette loi, mais qui a été votée à la fois par la droite et par la gauche. Donc où tout le monde s'était un peu transcendanté pour finalement aboutir à cette loi, qui ne contente pas ceux qui ne voulaient pas du tout bouger et qui ne contente pas ceux qui auraient voulu aller plus loin. 1 an et demi plus tard, mais presque 2 ans, puisqu'elle est sortie au printemps 2016, on a un constat qui est que cette loi est insuffisamment appliquée, qu'elle est insuffisamment connue et qu'elle met mal à l'aise un certain nombre d'équipes soignantes et mal à l'aise un certain nombre de familles. Donc on est avec une loi sur laquelle tout le monde a passé beaucoup de temps et je dirais la mise en place de cette loi n'est pas encore totalement réalisée. Alors que fait-on? Il est urgent de s'emparer de cette loi, de l'améliorer probablement encore, mais somme toute de s'appuyer sur cette loi pour un sujet aussi difficile, ou est-ce qu'au contraire, il faut profiter de la loi de bioéthique pour se reposer un certain nombre de questions qui vont plus loin que la loi? Bon. Eh bien, ça par exemple, c'est vraiment une décision du CCNE d'avoir remis ce débat à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce qu'il me semblait, en tant que président du CCNE, que ce débat citoyen, on l'avait que tous les 6 ou 7 ans, et que si on laissait passer ce débat citoyen, eh bien on laissait passer ce débat tout court. Hein. Quand les trains passent, eh bien, si on ne les prend pas, eh bien, ils continuent d'avancer. Et donc ça m'a paru important. Et on s'aperçoit d'ailleurs, à la fois dans les demandes des espaces éthiques régionaux, dans les demandes d'audition, dans la perception qu'il y a que ce sujet, qui touche tout le monde, on a tous eu autour de nous, à un moment donné, une question à se poser sur cette fin de vie. La fin de vie survient quand même chez les personnes le plus souvent du 4e âge, et ça rejoint les discussions autour des EHPAD en ce moment, et finalement de ce continuum entre avant la fin de vie, ce qui est la fin, entre guillemets, ou la dernière partie de la vie des plus anciens, sur lequel on va tous passer. Et donc il y a, et là, je pense que c'est en train de sortir, de ce débat citoyen, un vrai questionnement de nouveau sur où nous allons et quels sont les choix que nous avons à faire. Et vous voyez bien la difficulté. J'ai démarré par, est-ce qu'on démarre par une carte de la génomique de chacun d'entre nous pour X ou Y raison, hein, ou au contraire vers une congélation des cellules souches
embryonnaire de chacun de nos petits-enfants, de nos enfants qui vont naître dans les 5 ans qui viennent pour avoir ces cellules souches en réserve d'une future maladie, ou est-ce qu'au contraire, on consacre plus d'argent sur la prise en charge des anciens? Voilà de bons débats éthiques, de discussions entre guillemets, qui ne sont pas seulement, bien sûr, que de l'éthique, qui sont aussi de l'économie, mais voilà où le débat sociétal et où vos avis deviennent très importants. Bon, ben voilà, je crois que j'ai terminé sur le canevas, et maintenant, avec Régis, on attend vos questions. Je n'ai pas abordé du tout, mais on le fera au cours de nos réponses. Bien sûr, ce qui est une autre vision, beaucoup moins verticale, sujet par sujet, ce qui est une vision transversale de très grands sujets d'éthique, et de où se situe l'homme, où se situe finalement l'autonomie, où se situe le consentement éclairé, et qui seront repris, bien sûr, par le Comité national d'éthique sur un avis, alors plus personnel, qu'il donnera à partir du mois de septembre sur ces grands sujets transversaux. Mais pour l'instant, on est bien dans les grandes questions verticales.